Je me présente, je suis Alexis Agaï, je suis le CTO et cofondateur d'une société qui s'appelle Hyperlex et on travaille sur des contrats en fait. On essaie de, entre guillemets, reverse engineer des contrats, extraire des informations des contrats. Donc on travaille beaucoup sur, pardon, on travaille beaucoup sur justement tous les textes qu'il y a dans les contrats et essayer de comprendre ce que signifient certaines choses dans les contrats. Du coup, je vais essayer de vous partager un peu l'expérience, mais surtout, je vais essayer de faire quelque chose qui n'est pas forcément simple, c'est-à-dire en 40 minutes, vous donner une bonne compréhension d'un petit peu ce qu'on peut faire en machine learning au niveau du NLP, Natural Language Processing. Alors, il n'y a pas, quand on fait un petit peu du traitement sur des documents, il n'y a pas une seule solution, il n'y a pas une seule recette, il y a beaucoup de choses. Il y a tout un pipeline de traitement en fait. Et quand on part d'un document, typiquement ici, qui est a priori un scan, on va faire un ensemble de tâches dessus. Classiquement, bon, souvent, quand il s'agit d'un scan, on fait de ce que l'on appelle de l'OCR, Optical Character Recognition. Là, on ne parle pas trop de NLP à ce stade. Mais après, il va falloir essayer d'extraire, par exemple, les informations intéressantes, typiquement sortir ce qui s'appelle les headers et footers, les tables, identifier, par exemple, segmenter le document par un graphe, essayer d'extraire des informations sur le document en général, sur le paragraphe en général, extraire aussi des informations qu'on appellera des entités pour savoir, par exemple, un montant, une société, choses comme ça. Reconstruire en fait ces informations sous forme hiérarchique pour dire que voilà, vous avez une société qui a comme actionnaire telle personne avec tel capital. Et puis du coup, essayer d'interpréter aussi le texte et de savoir de quoi on parle pour éventuellement faire des recommandations. Quand on fait du NLP en général, il y a pas mal de tâches qu'on peut effectuer. En fait, les chercheurs ont travaillé sur différents sous-ensembles de problèmes. Si je prends par exemple cette phrase, il y a pas mal de choses qu'on peut faire dessus. Typiquement, on peut essayer d'analyser chaque mot et essayer de les qualifier, de dire ça c'est une personne, ça c'est un verbe, ça c'est une organisation. Quand on essaie de sortir par exemple des entités, donc dire ça c'est une organisation, ça c'est un montant, on va faire un peu ce qu'on appelle du Name Entity Recognition, NER. Quand on va essayer de dire que, par exemple, la personne he, c'est my father, donc c'est un peu la même personne dont on parle, c'est plutôt des co-références. Quand on va faire des relations, he was in France, donc il est en France, enfin du coup il y a une relation de lieu, on va faire de la relation extraction. Euh, Quand on vous dit que he et my father, oui ça j'ai déjà dit, et puis on va aussi essayer de faire de l'analyse syntaxique, typiquement dire ça c'est un verbe, ça c'est un nom, ça c'est un lieu, etc. etc. C'est un peu des choses qu'on fait naturellement quand on va à l'école et on fait du français, on va faire de la grammaire, on va essayer de structurer en fait des phrases et apprendre à reconnaître la syntaxe des phrases. Et c'est un peu des choses qu'on fait un peu naturellement sans trop le savoir. Et donc sur la recherche, les différents axes ont essayé de se spécialiser sur différents points pour travailler de façon assez verticale les sujets. Après, il y a une notion de language modeling. On va essayer de définir un modèle de langage, j'en parlerai un peu plus tard. On va avoir des problèmes de question answering. Par exemple, je pose une question, quelle est la réponse? C'est-à-dire que je lis un texte et je pose une question sur le texte. Est-ce qu'on va trouver la réponse? Summarization, donc c'est de faire un résumé. Et puis la translation. Et puis il y a d'autres tâches. Hein, mais donc la traduction, pardon. La traduction de, du coup de phrases. Alors si je prends un problème assez simple, je vais essayer par exemple d'identifier que dans la phrase précédente, Devox était une organisation. Bon, voilà, on voit, là je prends un petit extrait. On voit que historiquement, quand on avait les outils un peu de machine learning classique, l'approche c'est de dire on va essayer d'analyser d'abord un peu en pré-processing les mots que l'on a. Éventuellement, on va faire différentes opérations, alors des opérations de stemming, lémanisation, word segmentation. Donc, c'est des opérations, par exemple, quand vous avez un mot d'une même famille, quand vous êtes sur un verbe et toutes les conjugaisons, vous allez vouloir les enlever pour juste vous concentrer sur le verbe en soi. Par exemple, en allemand, vous avez des mots composés à 40 mots dedans. Enfin, je ne sais pas si ça vous parle. Donc, du coup, on va essayer de découper le mot pour ne pas prendre le mot juste dans son ensemble. Toutes ces petites choses, du coup, pour avoir des mots de façon plus unitaire sur lesquels on peut travailler. Et après, on va les convertir dans un espèce de, on va dire, vecteur assez basique qui est un index dans un dictionnaire. Donc, voilà, banane, c'est sur un vecteur de 100 000 éléments, bah, on met un 1, donc un booléen pour dire bah, c'est le 50e élément du vecteur. De l'autre côté, on sait que on cherche des vox.
Et donc, il y a des astuces qui permettent d'identifier que Devox, c'est une société typiquement. Là, on voit qu'il est en majuscule. La première lettre du mot est en majuscule. Quand on va parler de montant, on sait que généralement, dans une phrase, les gens vont dire le montant est de machin. Et il y avait le mot montant. Donc, en fait, on sait que deux mots avant le mot que l'on veut chercher, à savoir le montant, il y a un mot de vocabulaire qui est probablement montant. Bon, c'est vrai de soi. Ou date, typiquement, la date de signature est définie au 15 août. Alors là, par contre, on voit que date était très loin, donc celle-là, on va la louper. Mais bon, si on avait date qui était mentionnée 2-3 mots avant, évidemment, ça peut marcher. Donc cette petite recette de cuisine, c'est ce qu'on va appeler un peu des features. On sait que voilà, il y a différentes astuces qu'il faut essayer d'identifier dans le texte pour éventuellement être capable de mieux caractériser ce que l'on cherche. Donc on va extraire des features, c'est-à-dire qu'on va regarder les mots avant, après, si c'est majuscule, minuscule, etc. Puis on va passer ça dans une fonction qui, en se basant un petit peu sur toutes ces features, le mot courant, le mot d'avant, le majuscule, etc., va du coup déduire l'organisation, hein. Donc comme je vous ai dit, si c'est une majuscule et qu'il y a marqué société avant, on va déduire que du coup, c'est une société. Bon, c'est assez basique, mais bon, ça marche bien. Tout le truc, c'est qu'effectivement, ici, on a une fonction, et en réalité, la fonction, au début, elle ne sait pas grand-chose. Elle sait que on va lui passer des mots, c'est toutes ces features, et elle va devoir un petit peu essayer d'apprendre toute seule, du coup, que à force d'avoir tous ces paramètres que l'on reçoit, toutes ces valeurs que l'on reçoit, si jamais j'ai un mot, une majuscule, etc., alors c'est une organisation. De façon assez simple, si je pourrais dire, si je prends un exemple plus simple, c'est de dire, voilà, votre poids dépend de votre taille. Si vous mesurez 1,70 m, il y a de fortes chances que votre poids soit 70 kg, je ne sais pas. Et donc il y a une fonction linéaire qui en fait se base sur le poids pour déterminer la taille, pour déterminer le poids. Bon, à la base, là, l'exemple est assez simple. L'idée, c'est comment on va trouver cette fonction. À la base, on ne sait pas si c'est une droite comme ça, un truc vertical. Donc l'objectif, c'est en passant un petit peu toutes ces features, essayer du coup de trouver cette fonction. Quand vous faites de la physique, quand les gens ont trouvé, par exemple, je ne sais pas moi, les équations de mécanique newtonienne, les gens se sont basés sur des mesures qu'ils avaient effectuées, un poids qu'on lâche comme ça, mais tant de secondes, etc. Ils ont modélisé une fonction qui représentait du coup la gravité. À la base, ils ne savaient pas, et de façon empirique, avec des mesures, ils ont fini par trouver une fonction. C'est un peu cette recette de cuisine que l'on essaie de faire en utilisant une learning function et en lui passant un tas d'exemples comme ça. On finit par trouver une courbe qui ressemble à ce que l'on cherche. Du coup, quand on fait du machine learning, il n'y a pas qu'une seule fonction. En fait, il y a plein de petites fonctions qu'on peut utiliser. Typiquement, il y a une librairie qui est très connue dans le domaine, c'est scikit-learn, qui regroupe un ensemble de fonctions en tout genre que l'on peut utiliser en fonction du problème que l'on a. Vous allez avoir des problèmes, donc quand je disais de régression linéaire, qui essaie de trouver du coup une fonction, là en l'occurrence linéaire, par exemple quand je parlais de la taille et le poids, voilà, on sait que si on mesure telle taille, il y a de fortes chances que le poids soit comme ci. Vous avez le perceptron qui va être une fonction un peu plus utilisant le machine learning, plutôt les réseaux de neurones qui essaient de discriminer en deux ensembles en fonction d'une droite qui sépare l'espace en deux. Logistic regression, qui a un peu le principe similaire, mais avec non pas une valeur binaire, mais une chose plus nuancée. Donc, je ne rentre pas dans les détails, parce que si je sais que je me perds dessus. Support vector machine, même principe un peu que le perceptron, mais où on va se baser sur les points les plus proches de la droite pour essayer du coup de trouver une séparation plus précise, on va dire, alors que là, on peut en avoir plusieurs. Vous voyez, vous avez plusieurs séparations, là, on n'en aura qu'une seule. Puis un ensemble de fonctions, dont, par exemple, ce qu'on appelle les conditional random fields, qui, en gros, vont plutôt correspondre au problème que je vous décrivais, c'est-à-dire qu'on va composer un certain nombre d'informations séquentielles pour pouvoir essayer de déterminer si oui ou non, par exemple, on a affaire à un nom de société. Typiquement, si j'ai identifié que j'avais une structure de mots qui était avec des chiffres, il y a peu de chances que du coup, derrière, on ait une société. Si j'ai commencé à repérer des slash, c'est peut-être une division, c'est peut-être une date. Peut-être qu'après, la deuxième condition, c'est si jamais j'ai une valeur à 4 chiffres qui commence par 20, c'est que c'est probablement une date, donc 2000 et quelques. Donc il y a des chances qu'on ne parle pas d'un montant ou d'une opération. Conditional Random Field va essayer du coup de prendre en considération un peu les éléments que l'on a et les accumulations et du coup mettre des poids dans les fonctions pour du coup déterminer s'il s'agit par exemple typiquement d'une société, d'un n'importe quoi, etc. Alors un petit exemple de code, je ne vais pas chercher à vous expliquer le code en soi, ce que je veux montrer c'est que c'est plutôt simple finalement. En réalité on a tout un tas d'outils de nos jours, il n'y a pas besoin forcément de rentrer dans le détail des fonctions, etc. Là c'est un exemple complètement pris dans les exemples de scikit-learn, donc vraiment rien de très, très, très original. Ce que je veux vous montrer c'est qu'effectivement lorsqu'on a programmé justement le problème que l'on voulait adresser, on a introduit ce qu'on appelait les features.
Typiquement, là, on s'intéresse le mot en minuscule, les 3 mots avant, s'il est majuscule, etc., etc. Et derrière, donc là, on donne un peu les features, ce que l'on veut extraire. Derrière, on utilise des données d'entraînement. Alors, typiquement, là, l'idée, c'est que ce qui est intéressant avec le machine learning, c'est que vous avez beaucoup de gens qui ont travaillé sur les problèmes verticaux dont je vous parlais tout à l'heure. Et du coup, ils ont généré un ensemble de jeux de données sur lesquels on peut tester nos algorithmes et voir s'ils sont meilleurs ou pas. Donc là, typiquement, il y a un jeu de données de 2002 qui concerne un ensemble de textes sur lesquels on a extrait justement les entités et on les a dit à cet endroit, vous avez un nom de société. Donc on peut justement voir si notre système marche bien. Donc on va s'entraîner sur un sous-échantillonnage. Typiquement, je sais pas, moi, 90% du jeu de test, de données, enfin du jeu d'entraînement, on va regarder 10% pour tester si sur ces 10%, on arrive à bien voir les résultats qu'on aurait dû obtenir et comparer par rapport à ce qui avait été donné dans le jeu de données. Je ne sais pas si c'est très clair. Du coup, on part de ces exemples pour ce... Allô? Oui. On part de ces exemples-là, du coup, pour voir si justement, en prenant par exemple 10% des exemples, si je les injecte après dans mon système, la fonction que j'avais justement, on va dire, déterminée, va me permettre de sortir les résultats que j'aurais voulu obtenir par rapport à ce que j'avais dans mon jeu de données. Alors typiquement, ce code, on voit que, alors là, je voulais introduire une notion intéressante, hein. On voit que voilà, il apporte différentes qualités de résultats. Par exemple, quand je cherche des locations, le premier mot de la location, il est à peu près identifié. Le second mot, donc par exemple, quand on parle d'une adresse, hein, genre, je sais pas, Boulogne-Billancourt, il y a 2 mots dedans. Bon, on arrive à trouver que Boulogne était bien un lieu, mais Billancourt, un peu moins. Organization, c'est un peu pareil. Si c'est des Vox, un seul mot, ça se passe pas si bien que ça, bizarrement. S'il est composé de plusieurs mots, on arrive à bien trouver les mots suivants. Idem pour les personnes. Alors, une notion intéressante, c'est quand on fait du machine learning, c'est quelque chose que vous reverrez, donc je voulais juste en toucher un petit mot, c'est la précision, le recall et le F1 score. Donc, la précision, c'est l'ensemble de tout ce qu'on a trouvé comme étant vrai, donc on a eu raison. Par contre, on va diviser ça par le total. Donc, en fait, le total de ce qu'on avait sorti, et dans le lot, il y a des faux positifs. Donc, on s'est gouré à certains endroits. Et le recall, ça va être tout ce qu'on a trouvé comme vrai et tout ce qu'on a loupé. Et du coup, on va faire un ratio là-dessus. Et du coup, le F1 score, c'est la composition des deux. Donc, quand on a une bonne précision, un bon recall et un bon F1 score, typiquement, là, pour trouver une personne, trouver un mot, enfin, un des éléments d'une personne, le deuxième mot, genre Jean-Marc, par exemple. Marc, pour l'occurrence, parce qu'on avait trouvé Jean, donc on a déduit assez facilement que Marc, c'était forcément la suite de la personne. On n'est pas mauvais. Donc voilà, en utilisant un petit peu des algos classiques, sans faire vraiment ce qu'on appelle les réseaux de neurones, on arrive à faire des choses qui sont plutôt pas mal. Là, hein, c'est un exemple assez bête, je n'ai pas cherché à fine-tuner, bien entendu, en faisant beaucoup d'opérations, on peut être bien meilleur. Maintenant, on va regarder un petit peu comment ça se passe pour aller un peu plus profondément. Donc là, j'ai expliqué qu'effectivement, j'avais qu'une seule fonction, typiquement le conditional random field, enfin une seule fonction qui est un peu une composition, c'est un truc un peu plus compliqué qu'une simple fonction. Et l'idée, ça va être de dire, finalement, pourquoi on n'utiliserait pas un enchaînement des couches de fonctions que l'on va appliquer les unes derrière les autres. Et au lieu d'aller soi-même se palucher ce que j'appelais les features, essayer de deviner qu'un mot majuscule signifie peut-être que c'est un nom de société, on va essayer de laisser l'ensemble de ces fonctions deviner à force de voir des exemples, que finalement, apparemment, quand il y a une majuscule, c'est un nom de société. Donc on va enchaîner des couches comme ça de fonctions, typiquement 2, 3 couches. Et en fait, l'idée, c'est qu'à la sortie, on vérifie si, par exemple, quand j'avais le mot Devox, compte tenu des 2 mots que j'avais ici à côté, si c'est une organisation. Si ce n'est pas le cas, on lui dit tout est gouré, et du coup, on va devoir rétropropager l'erreur pour que finalement les fonctions essaient d'ajuster les variables pour que ça puisse éventuellement marcher. On rétropropage un delta, une petite correction, et on réessaye avec un mot suivant. Donc, le mot suivant, allô? Donc, peut-être que je vais faire comme ça. Et donc, le mot suivant, éventuellement, on va voir si on se rapproche ou pas de ce qu'on aurait dû trouver, etc. Puis, on va jouer ça à des tonnes et des tonnes de fois jusqu'à ce qu'on arrive à un truc qui converge avec quelque chose de stable. C'est-à-dire que je rebalance à chaque fois ces phrases, des vox, machin, tout ça, et je m'aperçois qu'au bout d'un moment, le système a appris. C'est-à-dire qu'il ne bouge plus trop. Quand je fais justement mes petites corrections, il est assez stable. Et finalement, sur tout mon jeu de données, il me donnera toujours les mêmes résultats ou à peu de choses près. Donc, cette suite de fonctions, en fait, ça va constituer un réseau de couches, on va dire de neurones, des réseaux de neurones en quelque sorte. Et en fait, c'est ces architectures-là que l'on utilise quand on va faire des réseaux de neurones plus ou moins profonds.
Mais vous voyez bien qu'en fait, il y a un petit truc un peu marrant, c'est que là, effectivement, on prend les mots un petit peu comme ça, unitairement. Je vous expliquais tout à l'heure, finalement, un mot, c'était un indice dans un dictionnaire. On ne sait pas très bien caractériser ce qu'est un mot. Or, contrairement à quand vous faites du traitement sur des images, vous avez une photo qui représente quelque chose, et du coup, un pixel qui a une valeur qui ne porte pas beaucoup d'informations. Dans un mot, en soi, l'unité de base du traitement justement du texte, c'est le mot. Enfin, on pourrait descendre au caractère, mais on va s'arrêter au mot. Il porte beaucoup d'informations. Et dans une image, vous avez des pixels, et entre deux pixels, vous avez des nuances. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, entre le gris, enfin, entre le noir et le blanc, vous avez des nuances de gris. Là, entre deux mots, entre chat et chien, il n'existe pas grand-chose. Donc, si on est dans un univers qui est un peu, du coup, discret, c'est-à-dire il y a des valeurs et c'est assez binaire, quoi. Enfin, c'est assez binaire, du coup, il n'y a pas de transition. Alors que dans les images, on est sur un monde qui est continu. Et en fait, chaque mot porte beaucoup d'informations et c'est difficile d'arriver à faire une représentation, parce que vous voyez qu'on parle de fonction, de représentation mathématique du mot, et ça, c'est un vrai problème. Enfin, c'est un vrai problème, c'est tout un sujet, parce que finalement, comme derrière on manipule des fonctions, ce serait tellement mieux d'avoir un vecteur ou quelque chose qui représente avec des nombres le sens complet du mot. Ce serait tellement bien que du coup, on va chercher à le faire. Et la grande différence par rapport un peu à, enfin, ce qui a vachement changé ces 10 dernières années, on va dire à partir du moment où Google est arrivé, il s'est mis à traiter des tonnes et des tonnes de documents, c'est que du coup, on avait à notre portée des tonnes et des tonnes de textes, typiquement même Wikipédia, des choses comme ça. Et on a pu commencer à traiter des gros volumes de données, on avait des grosses machines, et il y a un ingénieur de chez Google qui a commencé à travailler sur comment j'arriverais à essayer de vectoriser, entre guillemets, avoir une représentation vectorielle d'un mot. Et pour ce faire, il a eu l'idée assez sympa de dire je vais parcourir tout Wikipédia, tous les textes, tous les corpus de textes que j'ai, et je vais essayer d'apprendre le sens d'un mot en essayant de comprendre euh, qu'est-ce que pourrait être un mot lorsque je vais essayer d'entraîner un réseau en prenant des phrases comme ça et en essayant de voir, voilà, si j'ai une phrase qui est composée de cette série de mots, quel serait typiquement le mot qui viendrait combler le trou que j'ai là. Alors là, ici, effectivement, c'est confidential, c'est certainement pas cat, certainement pas personal, parce que dans tous les exemples de texte qu'on va voir sur Wikipédia, partout, il n'y a à aucun endroit une succession de mots comme ça où il y a confidential dedans. C'est un peu l'intuition derrière. Donc le mot est caractérisé par son contexte local. C'est-à-dire que confidential, généralement il y a street avant, information derrière peut-être. Donc un mot en soi, il va porter l'information par rapport à l'information des mots qui l'entourent. Et là où c'est pratique, c'est que vous n'avez pas besoin d'humain pour aller dire tiens, ça c'est un montant, tiens, ça c'est un truc. En fait, la machine va apprendre tout seul. Imaginez, vous allez vous lire des kilos de Wikipédia et vous allez tout seul apprendre le sens des mots. C'est un peu absurde, mais enfin, on peut imaginer que ce serait possible. Je sais pas, un enfant qui a jamais vu un humain, il va tomber sur un manuscrit dans la nature, il va apprendre le truc, ça se trouve, il va comprendre ce que ça veut dire. Bon, pourquoi pas. En tout cas, il va comprendre que le mot, généralement, est placé entre deux mots. Donc, il est parti là-dessus, et ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, bon, bah voilà, je vais en faire un réseau de neurones, comme j'expliquais tout à l'heure. Je vais mettre des mots en entrée, et je vais essayer de deviner le mot. Je vais mettre deux mots avant, deux mots après, et je vais essayer de l'entraîner à deviner le mot qui serait le mot du milieu. Et du coup, ici, il va se construire toute une fonction qui va essayer de du coup prédire qu'est-ce qu'il pourrait y avoir quand on a deux mots là, quel serait le sens du mot du milieu. Il a fait aussi le contraire. Il a dit j'ai un mot au milieu et je vais essayer de prédire les deux qui sont là et les deux qui sont là, les deux mots qui l'entourent. Et en faisant ça, il a entraîné un réseau de neurones et en réalité, donc assez gros, dans lequel il y a beaucoup d'informations, parce que finalement, chaque mot étant du coup différent et le contexte autour peut être assez vaste, on va avoir des vecteurs, entre guillemets, on va avoir une représentation ici qui a un genre de grosse matrice où pour chaque mot, en quelque sorte, on a une représentation vectorielle. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que il s'est dit, tiens, qu'est-ce qui se passe il a commencé à projeter les mots dans une dimension un peu plus réduite, parce qu'on a obtenu des vecteurs de 300 valeurs. Et là, il s'est aperçu qu'effectivement, il y avait des relations. Typiquement, euh, King et Queen étaient assez proches, Man et Woman étaient assez proches, et en plus, le vecteur qui fait là, du coup, qui passe de man à woman, est à peu près similaire à celui de king à queen. Des choses comme ça. Et du coup, on pouvait très bien faire des compositions. C'est-à-dire que je prends man, je dis enfin, pour un roi, qu'est-ce que une femme, et on obtient queen. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Donc ça a été assez bluffant parce qu'on arrivait à avoir, à travers ces vecteurs, des relations et une certaine compréhension. Typiquement, on arrivait à dire, voilà, je sais pas, Paris, Berlin, etc. Ce sont des mots qui ont des vecteurs qui sont assez proches, donc qui portent un sens similaire. Mais je sais pas, voiture, bicyclette, trottinette, les mots, on se retrouve avec un vecteur qui a une représentation dans l'espace qui est assez proche. Donc ça a été génial parce que du coup, on arrivait à représenter un mot avec quelque chose qui avait un certain sens.
Dans le même ordre d'idée, il s'est dit, bon, on va faire pareil avec les paragraphes. Donc l'idée, c'est un peu la même chose, hein. On va prendre des mots dans un paragraphe et on va essayer de deviner le sens du paragraphe en essayant de dire, voilà, dans ce paragraphe, lorsque je prends par exemple le chat s'assoit, et puis du coup le mot qui vient après c'est on. Donc dans ce paragraphe, en étudiant entre guillemets une séquence de mots, on arrive à déduire le mot qui va venir après. Et c'est spécifiquement dans ce paragraphe qu'on trouve ce mot-là et pas dans d'autres paragraphes. Et en faisant cette, on va dire, cette approche-là, il a réussi à caractériser les paragraphes sous forme de vecteurs. Donc là, l'idée, c'est qu'il prend tous les paragraphes de tous les corpus de texte qu'il a trouvés et puis il va les analyser un à un. Et du coup, il va en déduire une représentation vectorielle du paragraphe et ainsi pouvoir peut-être classer et mettre les paragraphes qui se ressemblent. Donc on aura des paragraphes qui parlent de voitures, des paragraphes. Et c'est comme ça que du coup, on peut dire, bah, je fais un tri sur les Google News, par exemple, et je vais savoir que cette news, ce paragraphe, parle de voitures, de chaussures, de je sais pas quoi. Un autre truc qui n'a rien à voir du coup avec les réseaux de neurones profonds, mais c'est un peu aussi pour faire un pied de nez, c'est que, et je vais en parler plus tard, c'est qu'il y a une recette de cuisine qui marche très très bien, qui s'appelle TF-IDF, où en gros on va essayer d'analyser la fréquence d'un mot dans un corpus par rapport à la fréquence d'un mot dans le document. Et, euh, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, pour essayer de qualifier un contenu, des fois, il suffit de regarder les mots qui sont les plus, entre guillemets, rares dans ce paragraphe ou dans ce document pour s'apercevoir un peu de quoi on parle en gros. Et finalement, ça marche pas si mal. En tout cas, ça dépend du genre de problème que l'on a. Donc, en tout cas, dans le domaine légal, par exemple, on va avoir un contrat sur des hypothèques. Bon, ben, quand on parle d'hypothèque, grosso modo, il s'agit d'un contrat qui parle d'hypothèque. Et puis finalement, on ne le retrouve pas ailleurs. Donc, ça marche plutôt pas mal. Enfin, je fais en gros, hein. Donc si on prend peut-être les 5 premiers mots les plus importants finalement, ben, ça suffit à caractériser le contenu. Donc là, ce n'est pas les 5 premiers mots, on prend l'ensemble des mots, on va du coup les pondérer par rapport à leur fréquence dans tout le corpus, et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que cette recette de cuisine qui est hyper efficace, il n'y a pas de réseau de neurones, on fait juste une somme, etc., ça va super vite, ça marche très bien. C'est pas mal utilisé si vous faites de l'Elasticsearch, etc., c'est un peu le même genre d'algo qui va être utilisé. Enfin, je crois, hein. Je ne connais pas très bien l'Elasticsearch, mais je crois l'avoir vu là-bas. Maintenant, bon, bah, on va essayer d'aller voir un peu plus loin et se dire, bon, c'est chouette, mais qu'est-ce qui se passe si du coup, bon, j'ai des représentations vectorielles, mais j'aimerais un petit peu essayer de comprendre, de faire autrement. C'est-à-dire que je vais prendre ma phrase et puis, comme je disais, je vais faire une fenêtre glissante, comme ça, je vais analyser les mots. Est-ce qu'il n'y a pas une architecture un petit peu comme ça de fonctions qui me permettrait, bah, en prenant par exemple les 5 mots avant, enfin les 2 mots avant, les 2 mots après le mot, essayer d'identifier ce qu'est le mot sur lequel j'ai mon attention, sans forcément m'attarder d'avoir cette représentation vectorielle dont je parlais tout à l'heure, ou peut-être, ça dépend, si j'injecte ici, au lieu d'injecter le mot, j'injecte le vecteur qui représente le mot, bon, qu'est-ce que je pourrais en faire? Et là, c'est là qu'il y a un sujet qui est intéressant, c'est de se dire, bon, bah là, on a une phrase, et on voit que finalement, l'influence des mots avant ou après peut avoir un certain sens dans ce sur quoi je suis en train de porter mon attention. Typiquement, là, je vois que j'ai le verbe aller, donc on sent que peut-être que là, Devox, ça va être un lieu éventuellement. Bon, là, c'est pas le cas dans le sens, mais si un petit peu quand même. Devox, c'est aussi un lieu, c'est pas qu'une société ou une conférence, on va dire, une organisation. Donc, commencer à essayer de automatiquement détecter certaines notions en analysant les mots qu'il y a avant et après, donc, et faire apprendre ça à un réseau de neurones. Et du coup, c'est là où entre en jeu un peu cette notion de réseau de neurones récurrent. C'est-à-dire que j'expliquais tout à l'heure que vous aviez une fonction qui, du coup, prend quelque chose en entrée et déduit quelque chose en sortie. Là, on va essayer de tenir compte du coup, de ce qu'il y avait avant dans la séquence. Donc, en fait, l'idée, ça veut dire je prends quelque chose en entrée, je sors quelque chose, mais accessoirement, je vais aussi passer à mon voisin, donc le neurone qui vient juste après dans le temps, bah, le mot que je venais d'analyser. Ou du moins, c'est plutôt le contraire. Je suis sur ce mot et je prends les versions de n-1 pour essayer de récupérer l'information qui était éventuellement sur les mots précédents. Donc en fait, c'est pour ça que c'est récurrent, c'est que vous avez votre réseau là ici, il prend en entrée finalement bah, l'information de l'élément d'avant. Du coup, ça vous fait un empilement de fonctions comme ça, mais effectivement, c'est pas mal, c'est bien vu. On va avoir peut-être cette notion qui va être un petit peu portée lorsque je vais analyser l'information ici, c'est que je ne me contente pas d'avoir l'information du mot, mais un petit peu ce qui vient du passé. L'inconvénient, c'est que quand on fait ça, bah, finalement, chaque mot a à peu près le même poids. Donc, et puis, quand vous allez avoir ce que j'expliquais tout à l'heure, la rétropropagation, c'est-à-dire que si je me suis gouré là, bah, je vais propager un delta pour corriger un peu la fonction ici. Oups, qui va elle-même corriger un peu la fonction ici, et ainsi de suite.
Du coup, cette information va se perdre dans le temps. Et très vite, même à bout de quelques couches comme ça, l'information se perd. Or, tout à l'heure, vous avez vu, j'ai fait une phrase où je disais, bon, bah, je sais pas, mon père est allé à tel truc et il a mangé des saucisses. Bon, du coup, mon père, on l'a perdu dans l'histoire, quoi, et c'est trop loin. Donc là, le concept marche assez bien, mais assez vite, l'information se perd. Donc si le contexte est très proche, ça va. Si ça s'éloigne, c'est pas génial. Donc l'idée, ça a été d'introduire ce qu'on appelle des short-term memory, long short-term memory network. Alors, bon, là, vous voyez, on commence à avoir des trucs avec des couches et des couches de fonctions qui s'enchaînent, etc. Moi, je compare ça un petit peu à des circuits électroniques, finalement, avec des portes logiques, plus ou moins. Alors, le porte logique, c'est que ça ne correspond pas tout à fait à ça, parce qu'on est dans un monde un peu plus continu, et les portes logiques, c'est justement, c'est binaire. Mais on verrait plutôt ça comme un peu d'électronique analogique, là, quand on fait des transistors, pas des transistors, des amplificateurs, des trucs comme ça. Bon, en gros, ici, vous avez des portes qui vont essayer de plus ou moins faire passer de l'information et apprendre à faire peser plus ou moins un élément du temps, temporellement, qui arrive à la séquence d'avant. Typiquement, Devox, c'est important. Le mot qui est juste avant, qui est to, on s'en fout peut-être un peu, c'est pas très important. Went, bon, bah, c'est un verbe, on comprend qu'on se déplace. Ça peut peut-être vouloir dire que Devox est un lieu. Donc ici, vous avez un système de mécanique qui va activer ou pas des portes pour faire plus ou moins passer l'information et du coup bypasser l'information qui est à ce niveau-là parce qu'elle n'est pas très intéressante. Et comme ça, mon réseau va apprendre du coup dans le temps à repérer les informations pertinentes et écarter les mots du genre les articles, les adjectifs qui n'ont pas forcément d'importance, etc. et tous les mots de transition. Et ça marche plutôt pas mal. Là, on a commencé à avoir des vrais progrès parce que du coup, on savait mettre le poids là où il fallait. Et du coup, je reviens un petit peu au sujet que j'évoquais tout à l'heure. On voyait qu'effectivement, il y avait l'ingénieur de Google, Thomas Mikoloff, qui avait fait des représentations vectorielles. Et donc, plus récemment, je pense, si je me souviens bien l'année dernière, les gars de Facebook se sont dit pourquoi pas de faire pareil, non pas en utilisant l'espèce de représentation de réseau de neurones que je vous ai montré, qui était assez simpliste, qui essayait d'avoir une fenêtre, mais plutôt en essayant d'apprendre plutôt sur des phrases plus longues. Avec des réseaux de neurones, avec des portes, comme je viens de vous montrer, qui essaient de prendre en compte du coup, les mots avant, voire et de peser les poids, mettre des poids sur le mot d'avant, enfin 4-5 mots avant, et écarter certains mots qui ne sont pas forcément intéressants. Pourquoi on ne ferait pas ça? Et du coup, ils se sont dit, on va essayer avoir une représentation d'un mot en se basant un peu du coup sur cette séquence, et aussi en le faisant dans les deux sens. C'est-à-dire que ici, j'ai ma phrase. Eh bien, si vous faites du français, effectivement, le verbe arrive avant. En allemand, le verbe est des fois à la fin. Donc, c'est important de le lire dans les deux sens. Et les gars se sont dit, on va essayer de lire la phrase temporellement dans ce sens-là, puis aussi dans l'autre sens. Parce que finalement, les mots qui vont venir dans le futur, vont probablement avoir aussi un impact. C'est-à-dire que du coup, Devox in France, on comprend que c'est Devox France. Hein, c'est pas Devox UK. Bon, voilà. Donc, c'était important de le lire aussi dans l'autre sens pour essayer d'interpréter probablement le sens de Devox. Donc, ils sont partis sur l'idée de dire, on va construire une architecture. Alors, ça devient complexe, là, vous voyez, vous avez des niveaux, puis en plus, ils ont mis plusieurs niveaux, et bon, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un peu ça. Et là, on commence à avoir des machines qui moulinent pas mal, avec des kilos et des kilos de fonctions, et qu'il faut paramétrer, et sur lequel il faut s'entraîner avec des kilos et des kilos, enfin même des mégas et des mégas de données, parce qu'avant d'arriver à équilibrer tout ça, vous voyez, vos rétropropagations d'un petit delta, etc., il va en falloir des exemples, quoi. Et bon, l'avantage, c'est que Facebook a beaucoup d'exemples de texte, vu le contenu qu'il génère à la seconde. Pas forcément très pertinent, mais ils ont des exemples de texte, donc ils peuvent y aller, quoi. Bon, il y a Wikipédia, il y a des choses comme ça, mais voilà, donc ils ont de la matière. Ce que je veux dire, c'est que moi, si je fais ça avec mon corpus de contrats de mes clients, j'ai de la matière, mais je suis loin d'avoir d'égaler. Donc c'est là où on s'est un peu marré, c'est que nous on s'est dit, ah bah chouette, Facebook a pu un super algo, on va le faire. Eh bien non, le résultat n'était pas si dingue que ça. Alors ce que je veux montrer, c'est que globalement, ici, ce qu'ils illustrent, c'est que le mot play, qui veut dire, enfin vous savez que play, ça veut dire jouer, mais ça veut aussi dire la pièce de théâtre. Et donc, ils ont été capables de dissocier les deux. C'est-à-dire qu'ici, ici, ils disent que Chico Ruiz a fait un super jeu dans je sais pas quoi. Et puis, non, enfin, je ne sais plus ce qu'il veut dire là. Il a joué à un truc et l'autre, dans la pièce de théâtre, il a été super bon. Donc, en fait, on comprend la nuance. C'est plus play, le mot qui est pris comme ça, sur lequel il y a un seul vecteur. On voit bien que du coup, play, en fonction du contexte, il va avoir deux représentations vectorielles qui vont être différentes. Ça, c'est puissant parce qu'avant, dans les Word2Vec, on avait juste un seul vecteur, donc ces ambiguïtés, on se les prenait, quoi. Là, il va commencer à avoir ces désambiguïtés. Bref, on va enlever l'ambiguïté. Et du coup, d'ailleurs, j'ai mal à me le dire moi-même. Et du coup, ça va être très puissant parce qu'on sait très bien de quoi on parle. Et du coup, dans leurs résultats, ils expliquent tranquillement que ils explosent un peu tout. Ça, c'était l'année dernière.
Mais bon, bien entendu, vous avez vu le nombre de couches de trucs qu'on a, et c'est un énorme bousin, et ça prend vachement de temps, 20 fois plus lent que les bonnes vieilles solutions à papa. C'est là où c'est intéressant aussi, c'est que souvent quand on fait du machine learning, bah, faut aussi peser faire ce choix. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut aller vite et où est-ce qu'on veut prendre le temps d'analyser le contrat, d'analyser les données. Et nous, dans nos contrats, des fois, on a des clients, ils nous disent, bon, bah, je mets mon contrat, je ne vais pas attendre demain d'avoir le résultat, je veux une information tout de suite. Donc, bah, des fois, on doit faire des choix. Alors, je vais parler d'une autre notion, et là, je vais être un peu plus bref, mais bon, on parlait effectivement de... Là, on a compris le sens d'un mot avec ce que je vous ai montré. Bah, pourquoi pas essayer de faire un peu la même chose sur la phrase et faire ce qu'on appelle un encodeur. C'est-à-dire que je prends une phrase, je le passe du coup dans tout mon réseau là, que je viens de vous montrer, et je vais avoir une représentation vectorielle de ma phrase. Et là où ça va être marrant, c'est que bah, cette phrase-là, qui est un vecteur, je vais voir si je peux faire l'opération inverse, donc le décoder et générer quelque chose. Et là, typiquement, ça marche pour la traduction. C'est que j'ai une phrase, j'ai une représentation vectorielle, et je fais un peu l'opération inverse, je vais l'injecter dans un réseau, du coup, pour qu'il me produise en sortie bah, la phrase en anglais. Là où c'est pas mal, c'est que vous avez des corpus comme ça de langues, je crois que c'est la communauté européenne qui a des kilos de données, où vous avez tous les textes qui ont été traduits dans toutes les langues, vous prenez une phrase, vous prenez la traduction en anglais, et vous entraînez votre machine en disant, voilà, cette phrase, elle va avoir une représentation vectorielle, cette représentation vectorielle va avoir une traduction dans cette langue. Et donc sur le même principe, on va avoir un réseau qui va essayer de tenir compte un peu de l'historique, qui va générer du coup des états intermédiaires, qui va générer des vecteurs, qui va se le passer. Et une fois qu'on arrive au bout du réseau, on a une représentation donc en fin de piste de la phrase, et on va faire le système inverse pour reproduire la phrase en anglais. Et là où c'est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est assez subtil. C'est qu'on a des phrases, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir, mais là on a Marie qui admire John, mais Marie qui est in love with John, et donc ces mots, ces représentations vectorielles qui ont été projetées sur un espace à deux dimensions, on s'aperçoit que finalement ils sont relativement proches, ils veulent dire la même chose. Et là, on voit que c'est l'inverse. C'est John qui admire Marie, donc il est plus à côté, et on voit bien que ça a été séparé. Donc on a bien une séparation, et le contenu a bien été analysé avec notamment l'ordre des mots, parce que c'est important, parce que si on inverse Marie et John, bon, ça ne va pas le faire. Même chose ici, hein, là j'ai donné ma carte, je lui ai donné ma carte à Marie, et elle m'a donné la carte. Donc c'est pas la même chose, et donc on a eu la notion qui est contraire de deux phrases qui sont contraires en quelque sorte, et qui sont bien séparées. Donc on a bien perçu cette notion-là. Et pour aller un peu plus loin, bah, c'est là où vous en avez peut-être entendu parler, qu'il y a des mécanismes d'attention qui a été un petit peu introduits assez récemment, où au lieu de dire on va considérer chaque mot dans une séquence, comme ça, enfin, on va dire que c'est le mot d'avant qui importe, et est-ce que j'ai une gate, enfin, est-ce que j'ai une porte qui va m'autoriser ou pas à faire passer l'information, donc dans ce que j'expliquais, les long short-term memory. Là, on va carrément y aller en mode bourrin, parce qu'on a des ressources, on va dire tous les mots sont interconnectés, et on va essayer de voir si un mot, à un moment donné, dans une phrase, donc directement, là j'ai une relation comme ça, ce mot avec celui-là, ce mot avec celui-là, et on va avoir des poids plus ou moins forts qui vont se créer pour déterminer la relation entre les mots. Et là, donc, même principe, on va avoir nos systèmes d'encodage de réseaux de neurones récurrents. On va prendre par contre chaque mot qui en sorte, et je vais m'en servir pour produire du coup en sortie la traduction. Donc là, je vois qu'étudiant avait un très fort poids lorsque j'en suis à essayer de traduire ici ce mot qui manque là, donc on sait que c'est student. Évidemment, quand j'étais en train de traduire le premier mot de la phrase, I, je présume, là c'est pas illustré évidemment, mais que étudiant n'avait pas beaucoup de poids. Et pour terminer sur cette technique d'attention, Google a introduit récemment ce qu'ils appellent les transformers. Donc là, la problématique, c'était plus d'aller donc toujours essayer de considérer tous les mots dans leur ensemble d'une phrase. Donc je prends tous les mots de la phrase, et chaque couche de mon réseau va essayer de récupérer l'information de tous les mots de la phrase. Mais là où ils ont essayé d'optimiser la chose, c'est qu'ils ont voulu faire un traitement parallèle. Parce que le problème des réseaux récurrents, c'est que vous avez besoin de la couche n-1 pour calculer la couche n. Donc en gros, votre code, c'est une boucle, quoi. On ne pouvait pas le faire en parallèle. Donc là, vu qu'on traite tous les mots en même temps sur notre phrase, ils sont partis sur l'idée de tout faire en parallèle, ce qui est très efficace pour tout ce qui est GPU et compagnie. Et ça, c'est la dernière state of the art en termes de traduction récente. Donc je crois que les papiers datent de l'année dernière, et donc ils ont été en mesure de montrer qu'ils étaient assez efficaces. Pour vous montrer, globalement, là, on s'aperçoit qu'en faisant ça, le mot animal, eat, on parle, quand on a eat ici, ça parle bien de animal. Alors, vous voyez bien la phrase, the animal don't cross the street because it was too tired. Donc, on parle bien de l'animal. Et là, dans une autre phrase, the animal did not cross the street because it was too wide. It, c'est la street. Donc, on voit que le poids de street a bien été
pris en compte plus que le poids de animal. Donc il a été capable de justement s'apercevoir que dans le cas précis, la traduction qui allait en sortir, éventuellement, ce ne serait pas it, l'animal, du coup, qui on faisait une traduction française, serait masculin, mais street, la rue, du coup, le it serait traduit par son équivalent féminin. Vous voyez la subtilité. Avant, à l'époque, on avait des bons vieux traducteurs à la papa, et dès qu'il y avait un truc comme ça, on se prenait les pieds dans le tapis. Là, on se prend plus les pieds dans le tapis, c'est ça qui est assez bluffant. Donc là, il a appris, hein, parce qu'elle est trop large, parce qu'il est trop fatigué. Il a appris avec l'exemple à dissocier, et du coup, comme il a dissocié, il a compris que ce qui avait de l'importance, c'était street et pas animal. C'est ce que j'expliquais, c'est qu'on n'a pas donné des features, les réseaux de neurones ont appris tout seuls, par le nombre d'exemples qu'on leur a montrés, que finalement, il y a des choses importantes à tel endroit ou tel endroit. Alors pour vous donner un petit truc aussi, mais c'est un peu hors sujet, c'est que du coup le même genre de mécanique est utilisé lorsque vous faites typiquement de la labellisation d'images. C'est-à-dire que vous avez une image ici, vous avez un réseau de neurones qui va vous donner une représentation vectorielle. Et là, de l'autre côté, en sortie, vous allez faire ce qu'on appelle un décodeur qui va vous donner la phrase. Donc là, au lieu de prendre en entrée, ce que je vous montrais à l'instant, une phrase, vous prenez en entrée une image. C'est plutôt rigolo. Bon, ça va être la même chose avec de la voix, machin. Puis dans l'autre sens, ça va être pas mal. Je vais avoir une phrase et je peux générer l'image. Donc là, c'est de l'autre côté, j'ai une phrase, je vais l'encoder et je vais avoir un décodeur qui me génère une image, qui va halluciner une image. Vous avez déjà vu des trucs comme ça, hein, des trucs un peu délirants. Bon, c'est un peu le même principe. Alors ça, c'est largement amélioré depuis. Mais effectivement, si j'apprends sur un ensemble d'images assez conséquent, ou des milliards de visages, et que j'écris cet homme a les yeux bleus, on va avoir peut-être par entraînement, on va montrer que là, toutes les images qui avaient été labellisées homme aux yeux bleus, on pourra générer une image d'homme aux yeux bleus en se basant sur la phrase, en décodant justement la représentation vectorielle de la phrase qui était l'homme aux yeux bleus. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est un super pivot ce truc. C'est l'encodeur qui va vous donner une représentation vectorielle qui représente ce que vous êtes en train de manipuler. Alors, pour terminer, bon, alors on arrive au Graal un peu du système. Finalement, vous avez, effectivement, vous avez des réseaux de neurones que j'expliquais tout à l'heure qui vont vous donner une représentation un petit peu vectorielle du mot, donc en se basant sur des réseaux avec des portes, et du coup, on est capable de savoir si dans une phrase, le mot important, etc., etc. Là, je vous ai montré que le mécanisme d'attention, il prenait en compte toute la phrase en général. Donc, pour aller encore plus loin, comment essayer du coup de caractériser encore mieux que ce que je vous montrais tout à l'heure avec la pièce de théâtre, un mot, eh bien, autant utiliser ce qui s'est fait dans les encodeurs avec la représentation vectorielle, et puis aussi essayer de prédire la phrase suivante. Donc en fait, je vais essayer de dire, je vais avoir une représentation qui va me donner, qui va essayer de deviner quels sont les mots masqués ici. Je vais apprendre ça avec un réseau de neurones, et puis en plus, pour tenir compte un petit peu du contexte, je vais essayer aussi de tenir compte de la phrase d'après. Alors là, je mixe un peu tout, quoi. J'ai fait une représentation de la phrase, j'essaie de voir la phrase d'après, je fais une représentation de tous les mots de ma phrase, j'essaie de tout concaténer et je vois si j'arrive à du coup prédire des mots dans une phrase et du coup m'en servir comme apprentissage pour faire une représentation vectorielle du mot qui était justement masqué. Donc classique, enfin en gros ça donne ça, j'ai un masque, je déduis, je cherche à trouver le mot là. Quand je me trompe, ça rétropropage dans tout ce truc là. Compliqué, mais ça marche. Et de fait, ça marche tellement bien. Alors, on s'entraîne sur des millions de documents, c'est fabuleux. C'est la force de Google. Donc, pour le coup, c'est le dernier algo présenté par Google en fin d'année. On va s'entraîner sur des millions de documents. On va faire mouliner ça sur des TPU. Et donc, typiquement, là, quand vous voulez vous entraîner, ça vous coûte en gros $500 sur des TPU de Google Cloud. Et vous allez obtenir des résultats assez bluffants. Alors, je vais aller dire, je vous montre après. Mais en plus, une fois que vous sortez de votre réseau une représentation vectorielle d'un mot, vous allez encore rajouter une couche par exemple, de réseau pour essayer de faire la tâche que vous vouliez faire. Typiquement, ce que je faisais tout au début, là, que j'expliquais, essayer de sortir l'organisation avec des conditional random fields. Donc c'est un peu le state of the art que je viens de montrer, c'est BERT. Elmo, c'était un peu ce que je vous montrais avec les réseaux de neurones qui sont avec des long short-term memory, avec des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Entre les deux, vous avez OpenAI avec GPT, qui est un peu un mix, c'est-à-dire qu'on va essayer de tenir compte des mots, mais qui sont dans le passé et non pas bidirectionnels. Et entre-temps, ils ont sorti GPT-2, dont on parlera juste après. Et donc dans les perfs, on s'aperçoit qu'effectivement, pour un benchmark relativement global qui essaie de voir comment ça se passe, le dernier modèle que je vous ai présenté est le plus performant d'assez loin. Nous, on s'est entraîné, alors pour comparer, on s'est dit, bon, c'est chouette, ça a l'air vachement balèze, on va l'utiliser pour nous, quoi. Après tout, pourquoi pas. En fait, c'est pas mal, mais il faut quand même des données pour apprendre sur le cas particulier qui est notre domaine, qui est les contrats.
Et du coup, bah, c'est pas si simple. C'est que si je prends BERT tout court, donc ce que nous a sorti Google, qui s'est entraîné sur bah, Wikipédia, et j'essaie de comprendre si dans mes contrats ça a du sens, bah, ça va pas forcément bien marcher. Typiquement, quand on parle de main, une main en général, bon, bah, tout le monde a compris qu'une main, c'est une main, quoi. Si je m'entraîne sur Wikipédia, bah oui, main, enfin, on a probablement des articles de main. Or, nous, dans le domaine des contrats, bah, on parle par exemple de main courante. Bon, dans Wikipédia, je suis pas sûr qu'on en parle beaucoup. Du coup, ben, quand on va avoir quelque chose qui parle de main et de main courante, bah, ça va être complètement dans le décor. Donc c'est un exemple un peu caricatural, mais ça vous donne que malgré tout, dans un domaine métier particulier, bah, il va falloir se réentraîner sur le corpus de texte que vous avez. C'est ce qu'on a fait. On a pris BERT, puis on l'a réentraîné, donc on est parti de ce qui est l'état du réseau dans lequel il était, puis on l'a réinjecté tous nos données, et à la fin, on arrivait à être un peu meilleur que l'état de l'art sur le cas qui nous concernait, qui est finalement le bon vieil algo à papa. Donc, et en plus, ça met des heures. Donc, bon, alors, oui, alors évidemment, en plus, c'était un corpus assez facile qui marche assez bien, comme je vous expliquais, hypothèque. Il n'y a que dans les contrats d'hypothèque, ça, sûr, ça marche bien. Donc, c'est sûr, c'est pas forcément très très fair de la part d'avoir fait ce benchmark. Mais c'est pour vous montrer que des fois, bon, ben, le canon lance-roquette, c'est pas forcément efficace. Alors, entre-temps, bon, c'est des mesures qu'on avait fait il y a 2-3 mois. Entre-temps, on a amélioré tout ça, hein, donc c'est bien, c'est meilleur. Donc, je confirme quand même, c'est une bonne piste, mais ça a un coût, quoi. Ça a un coût. Pour terminer un peu sur toutes ces notions-là, il y a une discipline un peu qui consiste à faire ce qu'on appelle du multitask. C'est-à-dire que là, à chaque fois, je vous montre, j'essaie de faire une tâche. J'ai expliqué tout à l'heure qu'on peut faire de l'extraction d'entités. Il y a différents domaines dans le machine learning, hein. Et en fait, il y a différents corpus de données qui vous permettent de vous entraîner. Il y a des corpus où vous avez l'ensemble des phrases avec, par exemple, des entités, donc des vox qui ont été labellisées dedans. Vous avez un corpus où il y a l'ensemble des phrases et puis vous avez, je sais pas, la syntaxe des phrases, genre verbe, machin, etc. Et donc, à chaque fois, chaque benchmark se fait verticalement sur un problème spécifique. Et en gros, bah, il y a des gars qui se sont dit, bah, pourquoi on ne ferait pas un peu, genre, on entraîne un réseau à faire tout en même temps. C'est-à-dire que je mets ma phrase et j'essaie de l'entraîner à la fois à sortir bah, les entités, je sais pas quoi, la syntaxe, etc. Et est-ce que je vais être meilleur ou pas? Et en fait, c'est assez intuitif finalement. Quand vous apprenez le français, on vous apprend pas juste, je sais pas, la grammaire, point barre. On vous apprend un peu tout. Et en apprenant un peu tout, vous arrivez à structurer votre compréhension du français par rapport à ça. Vous n'êtes pas que sur une seule verticale. Donc en cumulant comme ça, vous généralisez un peu mieux que juste je fais une tâche particulière. Quand vous faites des maths, de la géométrie, etc. Voilà, c'est le même concept. Donc les mecs, ils sont partis là-dessus. Et de fait, bah oui, ça marche mieux, mais pas toujours. En gros, si on fait tout en même temps, ça ne marche pas forcément bien. Par contre, si on fait un petit peu deux, trois types d'entraînement, alors probablement ça ne marche pas très bien parce que finalement les problèmes verticaux, ils s'annulent par moment. C'est-à-dire que je vais chercher à faire la grammaire, puis je vais chercher à faire peut-être, je sais pas, l'extraction de, de référence pour dire il, c'est mon père, et là il y a peut-être quelque chose qui ne va pas forcément bien marcher. Donc des fois ça s'annule peut-être un peu. Mais globalement, faire du multitask, a priori, ça marche bien. Bon, l'inconvénient c'est que là vous avez vraiment une usine à gaz, hein, en termes de couches, de machins qui s'enchaînent, etc., etc. Ça devient assez complexe, ça devient un peu la boîte noire. Ça, c'est pour ça que les gens ils aiment pas trop forcément parce que finalement c'est plus trop où qui quoi. Enfin c'est pas très clair, c'est pas très, je veux dire, j'allais pas dire scientifique parce que quand on est scientifique on aime bien prendre un petit problème, essayer de l'optimiser à fond. Là on met tout dedans et à la fin on voit que ça marche bien. Mais ça reste intéressant. Voilà. Donc pour résumer un petit peu, vous voyez que finalement ces problèmes-là ils sont ils sont pas nouveaux quoi. Et on voit que finalement il y a eu un gros boom là dans les années 13. Il y a eu un démarrage en côte, là, à partir des Word to Vector dont je vous parlais, Mikolov, il y a eu une accélération sur le sujet. Mais finalement, il y a pas mal de notions dont on a parlé, LSTM qui a été déjà trouvé dans les années 97, mais tout le monde s'en foutait, bon, pour une raison aussi, enfin, c'est pas tout le monde s'en foutait pas, mais c'est qu'il n'y avait pas forcément les ressources machines pour faire des traitements, on va dire, époustouflants, et puis il n'y avait pas forcément les données non plus pour faire des traitements époustouflants. Et c'est un peu ça qui a changé. Quand donc Yann Lequin, qui était à peu près dans ces époques-là, lui, il faisait des recherches et puis c'était sympa, mais il n'y avait pas grand-chose pour l'appliquer. Et les résultats, bon, c'était souvent la lecture des chèques ou les signatures, des trucs comme ça. Mais c'était pas non plus ébouriffant. La traduction était un peu foireuse. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Dragon Dictate, qui était un peu merdique. On parlait, on répétait 20 fois la phrase, ça marchait pas très bien. Et entre-temps, bah, avec les gros datasets qu'on a eus, on a bien amélioré ce genre de choses. Alors juste pour terminer, pour la blague, c'est Game of Thrones. Il y a un type qui s'est amusé à en prendre les 6 premiers bouquins de Game of Thrones et à entraîner un peu tout le texte dedans et essayer de générer le sixième bouquin qui est toujours pas sorti. Et ça donne des trucs foireux, hein, bon, bien entendu. Au début, ça commence plutôt pas mal, puis tout de suite, alors moi je suis pas spécialiste, hein, il commence à parler de Sansa et puis dire que c'est une Baratheon, donc complètement pris les pieds dans le tapis.
En fait, le truc, c'est que oui, on sait générer des phrases, mais pas forcément des phrases qui ont une succession qui a du sens. Donc une phrase indépendamment, on arrive à faire des phrases. Maintenant, c'est un autre domaine d'essayer de faire des trames scénaristiques. C'est un autre, donc il faudrait modéliser des trames scénaristiques. Donc évidemment, un mec qui va générer du texte comme ça, à brut, ça va pas forcément marcher. Alors l'idée, c'est qu'éventuellement, la machine pourra apprendre toute seule avec les exemples du coup créer les features, comme on dit, de trames scénaristiques. Mais là, ça marche pas. Autre truc, et la presse en a parlé. Et je vais faire très vite. OpenAI a sorti donc la dernière version de son algorithme. Puis ils ont dit bon, désolé, on ne peut pas vous filer les sources, c'est trop dangereux, ça peut faire du mal. Et donc ce qu'ils ont montré, c'est que en s'entraînant sur 50 gigas de données, quand on donne une phrase comme ça génère un texte qui a l'air plutôt pas mal. Alors, ils se sont dit, bah, ça peut être un générateur de fake news, quoi. C'est-à-dire que je vais donner, je sais pas moi, Donald Trump mange des saucisses, et ça va faire un article sur Donald Trump, etc., etc. Donc, ils se sont dit, vu l'état actuel des réseaux sociaux actuels là, c'est trop dangereux. C'est tellement balèze qu'effectivement, sur une phrase comme ça, vous voyez, il a pris la mallette, c'est le trophée. Le trophée ne rentrait pas dans la mallette, alors que dans cette phrase-là, le trophée ne rentrait pas dans la mallette. Enfin, le hit de la mallette, c'était la. Enfin, bon, je m'embrouille, mais vous avez compris l'idée, quoi. Par contre, ça marche pas toujours forcément bien, hein. On pose une question, quelle est l'origine des espèces? C'est Charles Darwin. Quel est le plus grand État? Bon, bah, c'est pas l'Alaska, c'est l'Alaska. Mais il y a des mecs qui se sont dit, ouais, enfin ces mecs, ils se tirent un peu les bretelles, là, ils font un peu les champions, on va essayer d'utiliser leur algo, parce que finalement, ils ont libéré l'algo, ils ont mis l'algo en public. Par contre, ils n'ont pas donné leur modèle d'entraînement. Ils se sont dit, on va entraîner le truc avec un modèle peut-être un peu plus petit pour voir ce que ça donne. Et effectivement, on voit que le truc, très rapidement, il devient assez mauvais. C'est-à-dire qu'on génère une phrase, et on se sert de la phrase précédente pour générer la phrase suivante. Donc au début, ça commence pas mal, puis ça part très vite, de travers. Et là, même truc, hein, on donne une phrase initiale, l'Iran a annoncé qu'ils allaient faire des tests sur les bombes à hydrogène. Ça commence vaguement sur un truc Barack Obama, machin, climat. Puis à un moment donné, il y a un truc coconut cream, donc Kim Jong-un, on ne sait pas, coconut cream. Puis là, machin, puis ça termine par une recette de cuisine. Donc, bon, c'est un peu merdé, quoi. Donc ça va, on n'est pas encore en risque. Les fake news, on arrivera à peu près à les deviner, celles-là. Mais bon, avec plus de données, on finira par tomber dessus. Donc les mecs ont modéré un peu, on dit oui, bon, ok, c'est pas mal, mais mine de rien, probablement les types, quand ils ont sorti le super article d'exemple ici, il y avait peut-être 3-4 cas où ça marchait, ça sortait de la merde aussi, quoi. Donc c'est pas complètement... là, ils ont pris une bonne sélection de trucs qui étaient bluffants, mais dans le lot, il y a des cas où ça devait pas forcément être bluffant. Voilà, c'est tout. Donc je vous remercie bien.